En octobre de l'année dernière, des sources sud-coréennes ont lancé une alerte qui a attiré l'attention du monde. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, était sur le point d'envoyer des hommes de sa propre armée pour combattre aux côtés des Russes en Ukraine. À ce moment-là, on savait peu de choses sur ce qui allait réellement se passer. Combien de soldats seront envoyés? Iront-ils réellement se battre là-bas? Pourquoi la Corée du Nord fait-elle cela? Ces questions sont restées sans réponse pendant longtemps. Beaucoup d'ailleurs ne croyaient même pas que cela serait possible. Le temps a passé et le champ de bataille a révélé la vérité. Aujourd'hui, nous savons qu'environ 10 à 11 000 Nord-Coréens sont arrivés en Russie le 4 novembre de l'année dernière. Ces troupes ont alors reçu une brève formation et 10 jours plus tard, elles étaient déjà envoyées pour combattre les Ukrainiens. La destination ? La région de Kursk, où la situation n'était pas du tout facile pour la Russie. Mais après tout, qui étaient exactement ces soldats nord-coréens envoyés en première ligne ? Eh bien, ils appartiennent aux troupes Storm Corps, formellement connues sous le nom de 11e corps de l'armée. Situés dans le comté de Docheon, dans la province de Pyongan du Sud, les Storm Corps sont considérés comme une troupe d'élite en Corée du Nord. Avec un contingent estimé entre 40 et 80 000 soldats, les Storm Corps sont connus pour leur mission d'infiltration, de sabotage et d'assassinat. Ils ont été formés pour mener des opérations en profondeur, faire exploser des infrastructures critiques et éliminer des figures clés du gouvernement ennemi. En d'autres termes, la Corée du Sud. La troupe Esteve est composée de 10 brigades, dont une brigade d'infanterie légère appelée Lightning, une brigade d'infanterie aérienne connue sous le nom de Thunder et une brigade de commando surnommée Bolt. De plus, ils possèdent une unité aérienne équipée d'avions à basse altitude très utilisée pour les infiltrations tactiques. On sait peu de choses sur ces troupes, mais il y a quelques faits intéressants à leur sujet. Lors d'une opération réalisée en 1968, des soldats de ces troupes ont attaqué la Maison Bleue, la résidence officielle du président de la Corée du Sud. Le but ? Assassiner l'ancien président sud-coréen Park Chung-hee. La tentative a échoué, mais cette opération a marqué l'histoire du pays. Curieusement, pendant la pandémie, ces troupes ont été largement utilisées pour contrôler les frontières avec la Chine et empêcher la propagation du virus. Des rapports indiquent qu'ils ont été autorisés à tirer pour tuer quiconque tenterait de franchir illégalement la frontière. Pouvez-vous imaginer les ordres que Kim Jong-un donne à ses subordonnés ? Mais revenant au conflit en Ukraine, les premiers affrontements entre Nord-Coréens et Ukrainiens n'ont pas tardé à se produire. Au début de décembre, les troupes d'élite de Kim ont rencontré pour la première fois les soldats ukrainiens bien préparés. La tension dans l'air était palpable. Personne ne savait exactement ce qui pourrait arriver. Et voulez-vous savoir ce que les Ukrainiens ont dit de ces nouvelles forces sur le champ de bataille ? Contrairement à ce que beaucoup pensaient, les opinions n'étaient pas négatives. Dès que les combats ont commencé, des rapports de soldats ukrainiens décrivant les Nord-Coréens comme motivés, presque fervents, ont émergé. De plus, les soldats de Kim Jong-un se montraient très disciplinés et étaient équipés de munitions de haute qualité. Mais cela n'était pas suffisant. C'est parce qu'ils étaient mal préparés à la réalité brutale de la guerre moderne.
Après tout, personne n'est prêt pour un conflit moderne de cette complexité avec une formation de base d'une semaine. Certains officiers ukrainiens ont également rapporté que ces soldats n'avaient aucune expérience du combat réel. Ils n'avaient jamais fait face à une situation si ardue. Et pour aggraver les choses, il y avait une barrière linguistique énorme, ce qui rendait leur communication avec les Russes très difficile. Venons-en à notre époque. Eh bien, la situation des troupes nord-coréennes en Ukraine est encore plus désespérée. Les pertes, c'est-à-dire le nombre de morts et de blessés parmi ces soldats, ont été énormes. D'une certaine manière, cela reflète la dure réalité du champ de bataille. Des soldats inexpérimentés et mal formés luttant contre des forces ukrainiennes expérimentées et bien équipées. Les estimations varient sur les chiffres exacts, mais toutes pointent vers un scénario catastrophique. Selon le journal britannique British Broadcasting Corporation, environ 1000 Nord-Coréens ont été tués et environ 4000 ont été blessés ou capturés en un peu plus de 3 mois. Ces chiffres représentent presque la moitié des forces qui sont arrivées à l'origine en Russie. Des informations provenant d'autres sites d'actualité, comme le Kyiv Post, renforcent ces chiffres, rapportant qu'à la mi-janvier, environ un tiers des 11 000 soldats envoyés avaient déjà été éliminés. Des sources ukrainiennes ont rapporté que dans les derniers jours de janvier, les troupes nord-coréennes se sont retirées après de lourdes pertes. Vous vous demandez peut-être à ce moment-là, mais pourquoi ce nombre de pertes si élevé ? Et écoutez, je peux vous dire qu'il y a quelques facteurs qui expliquent dans ce scénario. En premier lieu, il y a votre ennemi. Dans ce cas, ce sont les soldats ukrainiens. Ils sont beaucoup mieux préparés et ont montré une efficacité impressionnante sur le champ de bataille. Leur tactique inclut l'utilisation extensive de drones et de guérillas. Dans une vidéo publiée sur Internet par les forces d'opération spéciales d'Ukraine, le 22 janvier de cette année, on peut voir les troupes nord-coréennes combattre les Ukrainiens à Koursk. Environ 21 soldats de Kim ont été éliminés à cette occasion. La publication indique également que les soldats ukrainiens ont dû battre en retraite par manque de munitions, mais qu'ils ont réussi à contenir un grand groupe de Nord-Coréens en utilisant uniquement des armes légères, des grenades et des tireurs d'élite. Un autre facteur important, comme nous l'avons dit précédemment, est la barrière linguistique entre les officiers russes et les soldats nord-coréens qui a encore compliqué la coordination sur le champ de bataille. Le public applaudit avec enthousiasme nos courageux combattants. Cela a réduit l'efficacité des opérations conjointes. Arrêtez-vous pour réfléchir. Les soldats nord-coréens sont pratiquement analphabètes dans la communication avec les Russes. Cela, à coup sûr, serait un désastre. Mais le problème ne se limite pas aux facteurs externes. Les tactiques employées par les troupes, le Storm Corps s'est également avéré terriblement inadéquat. Selon les rapports, ces soldats, connus pour leur formation en infiltration et combat en montagne, ont rencontré des difficultés extrêmes lorsqu'ils ont dû affronter les plaines ukrainiennes. Les opérations qui dépendaient d'attaques en surprise et de mouvements furtifs ont été facilement neutralisées par la technologie supérieure et l'intelligence ukrainienne. Le taux élevé de pertes reflète cette inadéquation tactique. Face à ces pertes catastrophiques, des rapports ont émergé indiquant que beaucoup de soldats nord-coréens ont été retirés du champ de bataille pour recevoir plus de formation. Selon les informations, ces soldats ont commencé à recevoir une formation de correction d'erreurs avec les commandants russes, dans un effort pour enseigner de meilleures pratiques de combat et des techniques d'évasion face à l'artillerie ukrainienne. Cette mobilisation a été observée par les troupes ukrainiennes qui ont remarqué une moindre présence des forces nord-coréennes sur la ligne de front. Tout indique que ces soldats sont en train d'être préparés pour une nouvelle phase de confrontation. Et tandis que les pertes et les difficultés des troupes Storm Corps en Ukraine s'accumulaient, il semblait improbable que la Corée du Nord continue d'envoyer davantage de troupes dans le conflit. Cependant, certaines informations récentes ont tout changé.
Kim Jong-un ne se contente pas de maintenir son soutien à la Russie, mais prépare également davantage de soldats à être envoyés sur le champ de bataille. Et cette décision soulève de nombreuses questions. Pourquoi Kim Jong-un est-il déterminé à envoyer plus de troupes, malgré les lourdes pertes et les nombreux problèmes rencontrés? Après tout, la situation actuelle des troupes nord-coréennes s'est déjà révélée être un désastre complet. Une partie de la motivation derrière cette insistance pourrait résider dans la relation stratégique entre Kim et Poutine. Ce que nous savons jusqu'à présent de cette alliance, c'est qu'elle pourrait donner à la Corée du Nord un accès privilégié aux technologies de missiles et de satellites russes. Et c'est quelque chose que Kim Jong-un rêve de mettre la main dessus depuis longtemps. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Bien que Kim Jong-un voit cette alliance comme une opportunité de renforcer le pouvoir militaire de la Corée du Nord, il semble ne pas réaliser ou peut-être ignorer l'impact négatif que cette guerre a à l'intérieur de son propre pays. C'est parce que le nombre croissant de morts et de blessés commence à parvenir aux oreilles des Nord-Coréens. Ces rumeurs sur les pertes de troupes à l'étranger se propagent rapidement parmi les citoyens nord-coréens, en particulier dans les régions frontalières. Il y a des rapports que les familles des soldats commencent à percevoir la gravité de la situation. Tout indique que, aussi fort que le gouvernement nord-coréen essaie de contrôler les informations, il est pratiquement impossible pour eux de tout cacher à la population. Un autre point important est que ces événements finissent par ébranler le moral de leurs forces armées. Imaginez seulement, vous êtes un soldat en Corée du Nord et vous voyez des officiers qui sont considérés comme d'élite revenir de la guerre et apportant avec eux des histoires horribles. Que feriez-vous ? Nous ne pouvons pas non plus oublier le coût de cette décision. Maintenir des troupes en combat est quelque chose de coûteux, surtout pour la Corée du Nord, qui fait face à des sanctions sévères et à une économie très faible. Détourner ces maigres ressources vers la guerre ne fera qu'aggraver encore plus la situation interne du pays, ce qui les mènera à un abîme économique. Enfin, il y a le risque d'instabilité politique. Le régime nord-coréen a toujours été marqué par un contrôle rigide et une propagande puissante. Mais avec tant de pertes dans une guerre lointaine, il peut être difficile de maintenir ce contrôle. Si l'insatisfaction interne augmente, Kim Jong-un pourrait faire face pour la première fois à une crise d'autorité et même à la possibilité de mobilisation civile. Par conséquent, alors que Kim Jong-un continue d'insister pour envoyer plus de troupes en Ukraine, il pourrait creuser sa propre ruine. Les conséquences de cette décision sont profondes et peuvent redéfinir à la fois l'avenir de la Corée du Nord et la stabilité de son régime. Une chose est sûre, Kim Jong-un emprunte un chemin dangereux et risqué. L'insistance à envoyer plus de soldats dans un conflit brutal et lointain, même avec tant de pertes, peut déclencher une série de problèmes qu'il ne pourra peut-être pas contrôler. Cette alliance avec la Russie vaut-elle vraiment ce sacrifice ? Qu'en pensez-vous ? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine!